Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangathèque de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 15 novembre 2024. Commençons tout de suite par le tome 2 de La Planète Verte de Keigo Shinzo. Keigo Shinzo est un auteur que j'apprécie énormément, dont j'ai tous les titres. D'ailleurs, tous ces titres sont au Lézard Noir. C'est un peu un des fers de lance actuels du Lézard Noir. Alors, qu'est-ce qu'il a sorti? Sa série emblématique, c'est Tokyo Alien Bros en 3 tomes. Il a aussi sorti l'auto-école du collège Mori, je sais plus quoi. Il nous avait fait Mauvaise Herbe en 4 tomes. Quelques one-shots, dont Holiday Junction, Summer Lave, et peut-être un ou deux autres. Le jour du typhon. Ouais. La Planète Verte, ce sera en 4 tomes. C'est un de ses, je crois que c'est une de ses premières séries qu'il a dessinées avant Tokyo Alien Bros, mais nous ne l'avions pas encore. Alors ça, je ne l'ai pas encore lu, et je n'ai pas encore lu non plus le dernier one-shot en date que nous avions de lui, mais je vais le lire prochainement. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est, je ne sais plus. Et actuellement, nous avons de lui Ayazumi. Voilà, Ayazumi qui en est à son tome 6. C'est vraiment sympa. Alors, de quoi ça parle ce manga? Je ne sais pas trop, mais d'une manière générale, cet auteur, il écrit avec le réel ou non, mais en tout cas, décrit des situations qui sont plutôt des situations de tranche de vie, même si parfois elles se passent avec des extraterrestres. En tout cas, c'est toujours très sympathique à lire. C'est chapitré hein, de manière assez classique. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet auteur, et quand j'aurai lu ce titre, je vous en parlerai. Je pense que je ne ferai les Planètes Vertes que à l'annonce du tome 4, histoire de pouvoir tout me faire d'une traite. Nous enchaînons avec un titre que j'attends depuis très 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 longtemps. C'est Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto. Alors c'est pareil, Taiyo Matsumoto, c'est un auteur que j'adore. Je pense que c'est un de mes premiers coups de cœur. J'ai tous les Taiyo Matsumoto, et ça fait plus de 20 ans que j'achète et je lis ce que fait Taiyo Matsumoto. Hein, Taiyo Matsumoto, il a fait les emblématiques Amer Béton, Ping Pong, Frères du Japon. J'ai plutôt en tête Printemps Bleu. Tout ça, j'ai en édition, première édition Delcourt de l'époque, donc sorti vraiment il y a plus de 20 ans. Pour vous dire, même il y a 20 ans, j'avais déjà eu du mal à trouver Printemps Bleu et Frères du Japon, mais on me les avait offerts. Et alors je sais qu'un des deux ressort bientôt, Frères du Japon, plus de 20 ans après, mais Printemps Bleu toujours pas. Il y avait eu Monsters aussi, puis après il a sorti Number 8, il a sorti le Samouraï Bambou, il a sorti plein de titres, Taiyo Matsumoto. Mon père, je sais plus quoi, sur joueur de baseball. Là. Alors là, Tokyo ces jours-ci, je crois que c'est son dernier titre en date, hein, c'est une série finie en 3 tomes. Il y avait le Samouraï Bambou aussi. Alors, la particularité de Taiyo Matsumoto, c'est qu'il ne dessine absolument jamais avec une règle. En fait, ça donne un trait qui est un petit peu, parfois tremblant, un petit peu hésitant. Il a des personnages tout à fait caractéristiques. Hein. Voilà, il dépeint des scènes, toujours des scènes de vie, mais qui peuvent prendre place dans différents contextes. C'est difficile de résumer Taiyo Matsumoto à un style unique. Son dessin, en tout cas, est très très représentatif de lui. Mais comme beaucoup d'auteurs, vous me direz. Créé, édité, démissionné, créé. Ce jour-là, Shiozawa, éditeur de manga, a démissionné de son poste pour raisons personnelles après 30 années passées au sein de la même maison d'édition. Mais cet homme, qui vit seul dans un petit appartement, loin de l'agitation de Tokyo, et qui parle à son moineau de Java, ça doit être ce personnage, ne parvient pas à laisser tomber les mangas. Le voilà qui part retrouver les dessinateurs dont il s'est occupé par le passé. C'est marrant parce que tous ces dessinateurs vieillissants, je dirais, hein, qui approchent la soixantaine, font régulièrement, dans leur bibliographie, ont régulièrement une série qui traite du manga, du monde de l'édition, de près ou de loin, ou qui mettent en scène un mangaka. C'est marrant. Oh, regardez ce qu'il y a dedans, le
petit marque-page de Java. Oh, quelle noble pensée. Incroyable. Alors ça, c'est de l'inédit. Franchement, il est sympathique. Il est un petit peu en cartonné, qui s'abîme facilement, mais vraiment, je suis très 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 content d'avoir ce manga. Sachez-le. Nous enchaînons avec le tome 5 de Subutei de Katsuhiro Fujita. Vous savez mon amour pour Fujita. C'est marrant, 3 auteurs que j'adore, dont j'ai tous les titres sortis en France. Après, bon, c'est comme ça, hein, quand on est puriste, on est puriste. Subutei, son dernier titre en date, 20 tomes, série terminée, 5e tome qui vient de sortir en France, chez Mangetsu, mais en Franche-Comté aussi, vous me direz. Donc ça fonctionnait aussi, ce que j'allais dire. Dans l'ombre du manoir se tapissent des créatures difformes, dépassant toute imagination. Donc je vous ai raconté que ça parlait d'un manoir hanté. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Allez la voir. Subutei, c'est incroyable. Nous avons le trait caractéristique de Fujita qui est quand même parfois sur des dessins très chargés, hein, avec une action comme ça. Alors pas chargé en dialogue ou en personnage, mais en, encre, je dirais. Hein, il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de lignes. Quand il dessine de l'action, voilà. Il a beaucoup d'assistants, Fujita, et je crois il les met en scène à la fin sur des petits moments humoristiques, non pas ici, mais il doit avoir en permanence 5 assistants, je crois. Donc vraiment, Subutei, cette histoire de manoir hanté hors norme, qui mêle différents personnages qui ont chacun leur propre passé intéressant, qui nous dévoilent progressivement un super manga, je vous le conseille. Ensuite, le tome 11 de Ron Kamonohashi chez Mangetsu. Ron Kamonohashi, c'est un manga qui nous parle d'un détective qui n'a pas fini ses études de détective. Il était étudiant dans la meilleure académie de détective de je ne sais plus quel pays d'Angleterre. Il est issu de la lignée des Holmes, Sherlock Holmes, comme par hasard. Et il a un esprit de déduction incroyable. Donc en fait, comme il n'est pas diplômé, il va aider un jeune inspecteur de police un peu benet à résoudre les enquêtes en suggérant des choses et en faisant croire aux gens que c'est le benet qui a résolu l'enquête. Voilà, à part ça, bon, le dessin n'est pas très intéressant, je trouve. Ce sont des chapitres qui, voilà, là par exemple, vous voyez, on a le chapitre 89 à 97, et on termine l'histoire, la croisière de la mort, au chapitre 21. Donc, avant, on avait quand même des histoires qui se terminaient en 3, 4, 5 chapitres. Là, 21 chapitres. Ron Kamonohashi, j'en suis à peu près à la moitié en termes de lecture. J'ai décroché au bout d'un moment. Je vais être honnête avec vous, c'est moyennement ma came. Voilà, tout ce qui se passe autour, c'est... Bon, voilà. Ensuite. Alors j'ai acheté ça chez Kurokawa. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, c'est de Hirotaka Abe et Katsumasa Enokiya, dont j'ignore tout. Alors, on va lire le speech du tome 1. Vol, racket, violence, agression sexuelle en groupe. Si vous êtes victime de harcèlement et que vous ne trouvez plus de soutien auprès de vos parents, ni de l'école, ni de vos camarades de classe, si vous avez perdu tout espoir, allez voir le détective Maltraitance. Comptez sur lui pour vous apprendre à résister. Découvrez ce héros d'un genre nouveau. D'accord, donc c'est un manga sur le harcèlement scolaire, sur la maltraitance. Je l'ai pris vraiment pour cette thématique-là, pour voir de quoi ça pouvait parler. C'est un phénomène de société qui frappe encore beaucoup dans nos écoles, nos collèges et nos lycées, donc il faut vraiment pas négliger ça, je pense. Bref, si je peux faire un peu de prévention, hein, c'est parce que je fais quand même une partie de ma journée pro. Donc voilà, on verra ça là. Aux éditions Mangetsu, nous avons le tome 2 de Ushijin Mumu, de Hiromi Miyashita. Je n'ai pas lu le tome 1, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'un chat extraterrestre et d'une petite gamine. Je vais être honnête avec vous, actuellement ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ushijin Mumu, je le prends car je prends tous les Mangetsu, mais peut-être un jour le lirai-je et vous en parlerai-je. On passe au tome 3 de Xiangji X. Xiangji X, c'est un shonen. Aux éditions, bien sûr, Crunchyroll, hein, Feu Kazé, Feu Azuka, bref, ils font n'importe quoi. C'est de Nirohiko Kurazono. Alors de quoi est-ce que ça parle? Je ne sais pas vraiment.
Je sais que c'est un shonen dans la pure veine des shonen actuels. Voilà, bon, troisième tome. On m'avait un petit peu forcé la main pour le prendre, je l'ai pris, mais pour l'instant, je ne sais qu'en dire, donc ne l'achetez pas pour l'instant. Ah, le tome 13 de La Voix du Sablier. Alors, La Voix du Tablier, pardon. Alors, La Voix du Tablier, j'ai arrêté de lire au tome... ils sont juste là, vous voyez. Au tome 8, j'ai arrêté de lire, et le tome 9 n'a pas été continué. Pas par dégoût de la série ou des intérêts, mais parce que j'ai lu autre chose, effectivement, je me suis laissé un petit peu happer par d'autres lectures. De quoi parle La Voix du Yakuza? Alors, La Voix du Yakuza, déjà, il faut savoir, ce sont des tomes assez fins. Voilà, il y a à peine 170 pages, je dirais, même pas. La Voix du Yakuza, ce sont des chapitres relativement courts, de 14 pages, 16 pages, qui mettent en scène un ancien Yakuza, d'où le titre La Voix du Tablier, La Voix du Yakuza, qui est tombé amoureux d'une nana, une salarywoman classique japonaise, et qui s'est rangé de ses activités de Yakuza, et qui est donc devenu homme au foyer, d'où le titre La Voix du Tablier. Et dans son environnement, il côtoie d'anciens Yakuza qui sont aussi devenus des hommes au foyer. C'est un manga humoristique, totalement humoristique, qui met en scène des situations tout à fait cocasses, en lien avec les tâches ménagères, par exemple, le couteau de cuisine, qui est en fait le couteau que le Yakuza peut utiliser pour tuer, mais en fait il va couper les carottes et les oignons, bref, vous voyez le genre de truc. C'est un humour un peu particulier, voilà. Ça a fait rigoler ou non, mais disons que c'est léger, ça se lit bien. Voilà, l'ancien boss qui maintenant est fan de Chihuahua. Bref, il y a des situations un peu rocambolesques. Maintenant, ils combattent pour savoir qui cuisine le mieux ou qui repasse le mieux. Bref, voilà, c'est sympathique. Nous passons sur le tome 3 de Dragon. Le Dragon sur le croissant de lune. C'est le tome 3, c'est aux éditions du Lézard Noir. Hein, je vous avais dit Golden Gold, le premier titre qui avait été fait en petit, et puis nous avons aussi Le Vendeur du magasin de vélo et le croissant, le dragon sous le croissant de lune, et peut-être un autre, je ne sais plus, non je ne crois pas. Alors de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de karaté, ça parle d'un enfant qui fait du karaté, mais je n'ai pas encore lu les deux premiers tomes, mais par contre j'aurais peut-être dû, parce que ça a l'air vraiment sympathique. Donc dès que je les ai lus, je vous en parle. Alors ça, je connais bien. Le tome 25 d'Aoashi de Yugo Kobayashi, c'est le titre phare, référence, le premier titre sorti chez Mangetsu. Au Japon, je pense qu'ils ont allègrement dépassé les 40 volumes. Alors ça nous parle en fait de ce jeune joueur de foot amateur qui va être repéré par un très grand joueur de foot japonais international qui maintenant entraîne les jeunes et qui va donc débarquer dans la ville de Tokyo pour intégrer le plus prestigieux des clubs de formation. Mais à l'inverse d'un Captain Tsubasa, où vous savez de ces mangas où le héros est déjà quand même le boss, là c'est pas du tout le boss. Alors c'était le boss quand il était gamin, mais en fait on se rend vite compte qu'il est plutôt en dessous des autres élèves de son club. En fait il a juste un point fort, c'est qu'il a une vision aérienne de tout ce qui se passe sur le terrain. Donc il est là et en fait il sait à peu près tout le temps où est placé qui, où est le ballon, et ça lui donne un certain avantage, voilà, dans certaines situations. Donc en fait, si vous voulez, c'est un manga de foot très réaliste, hein, à l'inverse d'un Blue Lock qui sort en même temps. Voilà. Et le dessin est vraiment sympathique. Moi là pour le coup j'aime beaucoup ce que fait Yugo Kobayashi, qui nous a d'ailleurs sorti aussi Fermat Kitchen, un manga de cuisine, pour l'instant en 4 tomes aux éditions Mangetsu, et un manga en un seul tome sur le cinéma, à savoir Short Piece. Ensuite, nous avons le tome 5 de Level Up. Alors, c'est Level Up Disaster Divine Power. Le tome 5 est le dernier tome de Takuya Ushida. Pourquoi ai-je pris ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais en fait, c'était uniquement en 5 tomes. Là, nous avons le 5e et dernier volume. Peut-être que je vais me chauffer pour les lire et puis je vous en parlerai. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. C'est peut-être un isekai. Vous savez, ces mangas qui se passent dans une dimension parallèle, dans un monde différent. Souvent des personnages de jeux vidéo qui intègrent le monde réel. Ça a l'air d'être ça. Bref, nous verrons. Ensuite, quelque chose de très amusant qui m'est arrivé aujourd'hui en consultation. J'ai une patiente qui était, si vous voulez, employée à la foire du livre, qui m'a très gentiment offert les
dirais-je, service presse, mais ce ne sont pas des services presse, ce sont vraiment les tomes de Everdark de Romain Lemaire. Oui, de Romain Lemaire, l'auteur dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit que mon fils m'avait empêché d'avoir la dédicace. Il n'y a qu'une seule dédicace que je n'avais pas eue, et donc les tomes, je ne les avais pas achetés, c'était Everdark. Alors le tome 1, elle me l'a offert, mais je l'ai rendu à mes libraires parce que je l'ai déjà. Je me suis rendu compte que je l'avais déjà dans la bibliothèque, je ne l'avais pas lu. Et il vient de sortir le tome 7. Alors c'est marrant, elle m'avait offert le tome 7 qui était complètement découpé avec un cutter. La moitié d'épaisseur du tome était coupée, donc pareil, ils me l'ont changé gentiment. Alors c'est le cousin de Renaud Lemaire, hein, l'auteur de Dreamland, ce n'est pas son frère. Mais ça a l'air vraiment d'être un shonen très 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 sympa. Je suis allé chercher le tome 1, donc je vais vous lire le pitch. Sur les restes d'un monde qui s'effondre, un mystérieux garçon se dresse face à l'ambition démesurée du royaume de Solaris. Vestige d'une ère disparue, de géantes divinités pétrifiées, appelées les Veilleurs, parsème le monde. L'énergie destructrice qui continue d'émaner de ces colosses figés est convoitée par le royaume de Solaris et ses sombres desseins. Conscient du danger des Veilleurs, Nier, un jeune guerrier solitaire, se dresse face à l'armada de Solaris. Son chemin croisera celui de nombreux alliés et ennemis sans jamais se détourner du même but, empêcher qu'une guerre contre le ciel supérieur n'éclate. Je pense que c'est un shonen tout à fait conventionnel, mais si c'est bien fait, ça doit être très très bien. Alors manifestement, il sort à peu près un tome par an, puisque là on est sur du 2018 pour le tome 1, 2019 pour le tome 2, le tome 3, on doit être sur du 2019 aussi, tiens. Et après, à mon avis, on est sur 2020 pour le tome 4, 2021 pour le tome 5. Ah, je vais le faire changer lui là, mais... Et... Ouais, c'est ça, 2023 pour le tome 6 et juin 2024 pour le tome 7. Et là, je pense que le tome 8 doit être bien entamé. Alors, moi, j'ai absolument rien contre les shonen mainstream, pourvu qu'ils soient bien. Comme pouvait être Hunter x Hunter dans ses grands moments, One Piece aussi dans ses grands moments. Voilà, il y a des shonen qui sont incroyables, mais faut que ça tienne bien et que ce soit toujours sympathique à lire. On termine avec deux titres qui me tiennent un petit peu à cœur, aux éditions iComics, qui est une filiale des éditions Mangetsu. Hein, donc voilà. Le dernier, 6e et dernier tome de TMNT, donc les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Classique, la série initiale hein, de 84, de Kevin Eastman et Peter Laird. Donc c'était une édition en noir et blanc. Alors au départ, elle reprenait tous les chapitres et en fait, ils ont coupé pas mal de chapitres. Maintenant, c'est plutôt des chapitres choisis. Alors on dit pas chapitres dans les comics, on dit plutôt les épisodes. Là, ils nous disent même plus, ils nous les numérotent pas, mais on sait que c'est plus du tout. Allez, septembre 87, mai 87, juillet, ouais, bon. Je crois qu'il y a des trous, mais il y a pas mal d'épisodes. Ouais. Et puis surtout, vous avez à la fin de chaque chapitre, vous avez toujours les notes plus ou moins case ou page par page des auteurs. Quand ils ont quelque chose à dire, voilà. Parce qu'ils sont toujours vivants, hein, les deux. D'ailleurs, Eastman, il continue à scénariser et un petit peu à dessiner la série régulière actuelle, qui est celle-ci. Alors ça, c'est la réédition des tomes que j'avais déjà, mais vous savez que je n'ai toujours pas le 9, voilà. On arrive, alors on n'est pas encore au 9, mais on s'y achemine progressivement, je pense. Parce que ça, c'est le 5, mais ça reprend plusieurs tomes. Il y a une grosse polémique sur ce tome-là, je vais vous expliquer pourquoi. Celui-là, il est à 40 balles, d'accord ? 40 ballos pour ça fait vraiment très très cher. Ceux-là, ils sont aussi à 40 ballos, mais normalement, ils sont beaucoup plus épais que ça. Là, il manque 150 pages du spin-off avec Ghostbusters. Pourquoi ? Parce que ça a changé de droit aux États-Unis et au dernier moment, avant de partir à l'impression, soi-disant, ils leur ont demandé de les retirer, donc ils ont cuté. Et ils ont retiré 150 pages et ils ont retiré juste 5 € au prix, ce qui fait qu'on a un comics à 35 balles. 35 balles pour vraiment une épaisseur ridicule. Franchement, c'est honteux. Ça fait quoi ? Ça fait 260 pages, 35 balles. Franchement, voilà. Mais par contre, ça, c'est la série... alors, je ne vais pas vous dire que c'est la série actuelle. C'est la série qui s'est terminée, là, récemment.
puisque Sophie Campbell a repris le scénario maintenant pour faire une autre série. Mais là, par contre, vous avez vraiment une série qui suit tout au long des 19 tomes, même des 23 tomes, parce qu'en fait, il y avait un 0 plus 19, mais le 0, en fait, il comptait comme 4 tomes. Donc, en fait, vous faites 19 plus 4, ça fait 23. Donc, normalement, c'est 23 tomes, et c'est chapitré. Et ce qu'elle a intéressant, cette édition-là, c'est qu'elle a... il y a des bonus, il y a des trucs. Par exemple, là, vous voyez, les quatre premiers chapitres, c'est perdu dans le temps. Donc ça, on l'avait pas sur la série classique en hardcover, en couverture dure. Voilà. Donc, perdu dans le temps. Donc ça, je vais le lire. Et puis après, chapitre 38 à 44, ça, je les ai déjà lus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait quasiment 2 volumes, puisqu'il y a 4 chapitres par volume, normalement. Voilà. On arrive au tome 44. Ouais, ça, je l'ai déjà lu. On n'est pas encore au fameux tome 9, voilà, qui me permettra de continuer la lecture. Bref, voilà. Vous savez, mon amour pour les Tortues Ninja, elle, c'est April O'Neil, vous savez, la journaliste. Hein, voilà. Toujours plaisir de voir April. Alors, c'est marrant parce qu'il nous manque une tortue, je crois, puisqu'on a eu Maître Splinter et 3 tortues sur les 4 premiers tomes, les 4 premières couves. Et là, le tome 5, c'est April O'Neil. Donc voilà. Alors, pardon, April O'Neil, c'est une journaliste dans le dessin animé, parce que moi j'ai grandi avec le dessin animé. C'est une scientifique dans le comics. C'est la scientifique qui a d'ailleurs été témoin de ce que faisait son labo, à savoir le mutagène là pour transformer Splinter, les tortues et Hob le rat en ce qu'ils sont devenus. Voilà, pour ma part, cette vidéo est terminée. Alors, je vous encourage à continuer à m'envoyer des questions pour la FAQ, puisque je n'en ai pas eu beaucoup. Je les note, d'accord? Quand j'en aurai un certain nombre, je ferai une vidéo FAQ, même une petite. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. J'ai vu que nous avions atteint puis dépassé les 333 abonnés. Sachez que 3 est mon chiffre porte-bonheur, donc j'étais très content de voir ça. En tout cas, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir autant d'abonnés vis-à-vis de ce que je fais, qui est quand même pas incroyable, mais bon. Voilà. Sachez que j'ai commencé à rentrer mes mangas dans une 4e base de données qui s'appelle Manga Collect, qui m'a l'air d'être peut-être la base la plus fournie des 4, puisque j'avais Manga News, Manga Sanctuary, donc vous avez les liens, je les ai mis dans ma bio YouTube, donc vous pouvez aller voir mes collections, qui atteignent quasiment les 7000 volumes, mais parce qu'en fait il en manque. Ils n'ont pas tout, donc je pense que je les ai atteints ou pas loin, il faudra que je les compte. Après, j'ai Bubble, qui est une application sur smartphone plutôt sympa. Et puis maintenant, Manga Collect. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.